Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour les actus de la semaine. Et on commence avec notre actu à nous, un peu IMO. Alors pour ceux qui nous suivent depuis 2 ans, vous le savez, on a eu des petites carabistouilles avec une façade de local commercial dans une ville qui est pas très loin de chez nous. Et en fait, on avait déposé une DP par un architecte, comment on peut dire, engagé par notre preneur. Et cet architecte, du coup, a décidé On fait de la merde, on de... peut le dire. Oui, enfin, voilà. Pour résumer, c'était un peu ça. Et en fait, il a mis énormément de choses qu'en fait, c'était pas du tout ce qui était convenu. Nous, on devait juste changer les menuiseries, mais en fait, on pensait que c'était notre preneur qui faisait une grosse partie des travaux, sauf que le Boug a déposé la DP à notre nom, vu qu'on est les propriétaires. Et du coup, depuis, nous sommes obligés de respecter ce qu'il a mis dans sa DP. Sachant que voilà, une autre DP, ça aurait pas été possible, je crois, un truc comme ça. Non, c'est qu'en fait, il y a eu un giga quiproquo entre nous, la mairie, notre preneur, son architecte, où en fait chacun avait une idée différente de ce qu'allait être faire du coup et des obligations qu'on allait avoir, dans le sens où ce qui s'est passé, c'est que nous, du coup, on voulait changer que les menuiseries à la base, ce qui avait été convenu quand même avec le preneur, parce qu'on a mis des menuiseries qui lui convenaient, parce qu'on va dire, je sais pas, par rapport à la manière dont il voulait faire son commerce, si la porte devait être à gauche, c'était plus logique qu'elle soit à gauche qu'à droite. Enfin, bon, bref, ça à la limite c'était des choses qui ne rajoutaient pas un coût substantiel pour nous sur la menuiserie. Par contre, ce qui était pas prévu, c'était qu'on refasse l'enduit de façade en même temps. Parce que ce qui était juste prévu, c'est quoi, le preneur mettrait ses enseignes, pas plus que ça. On s'est fait coincer par la mairie qui, tu te souviens à l'époque, pour nous donner des subventions pour les menuiseries, nous avait imposé de mettre un coup de propre sur la façade. Et l'architecte, au lieu de simplement mettre qu'on allait faire un coup de propre sur la façade, il nous a mis qu'en fait on allait tout refaire de zéro, quoi. Ce Voilà, qui était donc au lieu que absolument ça pas coûte prévu 10 comme 000 ça. euros, ça c'était... Non, mais plus que ça, plus que ça. Non, mais justement, nous, notre budget à la base, c'était 10 000 euros. Au final, ça coûte... Alors nous, on s'en sort un peu moins que ce que lui avait prévu à la base. Enfin, si on avait dû suivre tout ce que l'architecte avait fait, je pense qu'on avait pour 25 000 euros, un truc comme ça. Peut-être même davantage, ouais. Ouais, et du coup, là, je pense qu'on s'en sort plutôt aux alentours de 17, un truc comme ça. Ouais, 17, 18, sachant qu'en fait on perd énormément de temps dans cette histoire parce que ce qui est aussi important pour la conformité de nos travaux, parce qu'en soi on s'en foutrait un peu s'il la donnait pas, vu que c'est juste une DP, c'est moins grave que pour un permis de construire, c'est qu'on est censé avoir une subvention. Et je pense que c'est un peu pour ça aussi que la mairie sur la DP, je vais rentrer dans dans le détail pour bien expliquer ce qui bloque aujourd'hui. Et très sincèrement, s'il y avait pas la petite carotte des subventions, alors on doit pas non plus avoir 50 000 euros de subventions, on aura peut-être à tout péter entre 5 et 7, je Ouais, je pense. pense Je que pense c'est plutôt ça, autour de ouais. 5. Bref, c'est déjà pas mal, on va dire, sur notre montant. Ça nous permettra de re-rentrer dans notre budget de 10 000 qu'on avait prévu à la base sur cette façade. Et la problématique qu'on a, c'est que justement les petites choses qu'on nous reproche, franchement, s'il y avait pas les subventions, on n'irait pas au bout, parce que ce qui a bloqué, franchement, on y est depuis 2 ans à cette Ouais, histoire. c'est 2 ans, ouais, ça On fait a 2 ans, là. ouvert le dossier de demande de déclaration préalable Août de travaux 2023. en août 2023. Donc là, on est en juin 2025. Vous voyez le timing. Pourquoi ça met autant de temps? Avant tout parce que la mairie est absolument pas réactive. Ouais, en fait, c'est pas pour bitcher à chaque fois sur les fonctionnaires, mais vraiment, les règles, c'est fait pour les faire travailler. On se farcit des fonctionnaires qui pensent gérer une centrale nucléaire, et en fait, elles sont pas agréables, elles sont vite débordées, et en fait, elles sont absolument pas réactives. Donc, Oui, puis en plus, ils sont, comment dire? Ils suivent pas bien, en fait, ils sont à la fois très tatillons et en même temps, ils suivent pas bien les dossiers. Ce qui fait que forcément, ça crée des incohérences et des quiproquos parce qu'entre guillemets, nous, on est pas bêtes non plus. On savait qu'on faisait des travaux dans un centre historique. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit: «On ne fait rien sans faire valider ce qu'on avait prévu». Donc forcément, à chaque étape de travaux qu'on a prévu sur la façade, bien évidemment, on a convoqué, la mairie sur un rendez-vous sur place et on a dit: «Voilà ce qu'on va faire». Sauf que, en fait, à chaque fois, ils nous disaient: «Oui, oui, oui». À l'oral, on n'avait jamais de compte rendu de ce qu'on se disait. Mais bon, et à un moment donné, si vous voulez, c'est compliqué. On va obliger un fonctionnaire à nous envoyer un compte rendu, ou alors on allait encore en perdre 6 mois le temps qu'il nous l'envoie, parce que quand on vous dit vraiment qu'on n'a pas de retour, c'est que là, on en est, chaque rendez-vous, faut le prévoir 2 à 3 mois à l'avance, quoi. bah là, pour le rendez-vous d'hier, ça faisait 2 mois que Ça je faisait 2 mois demandais, qu'on essaie que de je le caler. demandais. Donc la problématique, c'est qu'à un moment donné, il faut bien qu'on avance aussi. Donc on les voit sur place, ils nous disent oui, on fonctionne quand même une certaine logique de confiance. Puis en plus, nous on se dit bon, ben on est de bonne foi. Je vois pas non plus pourquoi est-ce que ils nous embêteraient plus que de raison. Et la problématique, c'est que du coup, quand on fait les travaux, après ils font ah mais non, ça c'est pas bon.
Ça, c'est pas ce qu'on avait dit. Bah si, vraiment, on l'avait dit comme ça, sinon on l'aurait pas fait. Je donne un truc tout bête, mais c'est que par exemple, la façade, en fait, ils s'attendaient à ce qu'on fasse la totalité des enduits. Donc si vous y connaissez rien en façade, grosso modo, vous avez un peu plusieurs manières de reprendre une façade. Soit quand elle est vraiment très abîmée, ce que vous faites, c'est que vous décroutez complètement la façade. Donc en fait, vous allez vraiment faire tomber tout l'enduit, vous allez remettre en fait la pierre à nu, et vous allez complètement la réenduire et remettre après une peinture par-dessus. Ça, c'est globalement le plus cher. Alors c'est le mieux parce que vraiment, vous aurez un mur qui sera nickel Très de chez beau, ouais. nickel, mais c'est le plus cher parce que forcément, c'est plus de matériaux et surtout beaucoup plus de main d'œuvre. Donc nous, on partait pas là-dessus parce que par rapport au montant des subventions et puis la façade, on va dire, elle a besoin d'un petit coup de propre, mais c'était pas non plus une façade, il y avait pas de fissures, il y avait le mur est sain, je veux dire, il y a pas d'humidité ou de remontée capillaire, donc je veux dire, c'était juste pour remettre un aspect esthétique propre sur la façade. Du coup, on s'est dit, on va se contenter d'une peinture. Et ils nous disent ok, peinture à la chaux. Ok, pas de problème, on fait une peinture à la chaux, on remet un peu d'enduit parce qu'il y avait 2-3 endroits où c'est vrai qu'il y avait besoin de remettre un peu d'enduit dessus. Et la problématique, c'est qu'à la fin ils nous disent ah mais non, c'était pas du tout ce qu'on avait convenu, vous deviez refaire tous les enduits. Non non, on s'est mis d'accord pour une peinture. Donc forcément, il y a déjà une négociation, j'ai dû rencontrer l'élu, donc en gros l'adjoint au maire responsable de l'urbanisme dans la ville pour régler cette histoire. Tu remarqueras que quand tu fais intervenir l'élu, genre le poulailler se calme un petit peu quand même, hein, elle redescend parce que on a affaire à qui? On a affaire à la directrice du service Oui. urbanisme qui doit être composée de 3 personnes à tout péter. Ouais. Mais bon, elle est gère une centrale directrice. nucléaire comme tu dis. Et voilà, on gère des choses sérieuses ici. Et après, on a échangé avec, je ne vous le souhaite pas du coup de rencontrer un jour quelqu'un comme ça, c'est l'architecte des bâtiments de France. Alors elle aussi, elle gère plusieurs centrales nucléaires même. Et alors les deux combinés, ça vous fait un espèce de brouhaha de comment dire, d'objections, d'idées, enfin vraiment c'est n'importe quoi. Et quand il y a l'élu, bizarrement, bah Ça se calme un petit peu. tout le monde est un peu plus calme et on arrive à trouver des solutions. C'est fou. Donc un jour, n'hésitez pas à faire appel aux élus. Ils sont payés plus que grassement pour faire ce genre de choses. Exactement. Autre problème qu'on avait, du coup, bon, la façade, on avait fini à avoir gain de cause sur cette histoire, même s'ils nous ont obligés à remettre encore un coup de propre dessus. Bref, on a encore une facture de 800 balles dessus, mais bon, voilà. Ça, à la limite, c'est pas le plus grave. La plus grosse des problématiques, c'est qu'en fait, justement, étant dans un centre historique, on s'est dit probablement qu'ils voudront le moins modifié possible. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qu'on a fait, on a pris les ouvertures existantes du commerce et on a remis des menuiseries neuves des mêmes dimensions. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on s'était dit, parce qu'entre guillemets, si vous voulez économiser de l'argent sur des menuiseries, au lieu de faire du sur-mesure, vous faites du standard. Pour faire du standard, vous remaçonnez un peu votre ouverture pour qu'elle revienne sur une taille standard. Et entre guillemets, vous pouvez diminuer de quasiment 40% le coût des menuiseries, sachant que nous, c'était le poste principal. On en a eu pour 14 000 € de menuiserie quand même dans cette histoire. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une espèce de margelle à l'entrée du commerce. Donc une margelle, faut imaginer, c'est une genre de micro-marche de, je sais pas moi, ça devait faire quoi, 7 cm, je crois, ou 5 Ouais, cm, même quelque pas, chose comme ça. Enfin, vraiment très petit. Et en fait, quand on a déposé, quand du coup l'architecte du preneur a déposé la demande, il a voulu de sa propre initiative mettre le local aux normes PMR alors qu'on nous avait jamais rien demandé, qu'on nous avait jamais parlé de ce point-là sur aucun des rendez-vous avec la mairie. Et en fait, en plus lui-même s'est trompé dans ses plans. C'est-à-dire que les plans n'étaient pas bons par rapport aux mesures attendues des menuiseries, en prenant en compte qu'il avait prévu qu'on démonte cette margelle. Du coup, on a reposé les menuiseries à l'identique, sachant que là, encore une fois, je veux dire, il n'y a pas que nous qui avons été induits dans l'erreur. Si vous voulez, on a un maître d'œuvre qui gère ça, on a le menuisier qui passe derrière, il y a l'usine de production des menuiseries qui revérifie tout, parce qu'il faut bien savoir que des problèmes de dimension sur des menuiseries, c'est des choses qui arrivent, mais pour éviter ça, il y a beaucoup de gens qui revérifient les plans de l'architecte, etc., pour être sûr que personne se trompe. Il y a la couleur qui est importante, il y a l'épaisseur du vitrage, enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui comptent. Et en fait, quand enfin on pose les menuiseries, on nous dit ah ben non, là ça va pas du tout, vos menuiseries elles sont pas conformes parce qu'en fait vous avez pas démonté la margelle. Moi je suis en mode en fait on s'est vu il y a 2 mois, on vous a juste avant qu'on pose les menuiseries, on vous a tout montré, on a tout validé ensemble. À quel moment vous nous avez parlé de la margelle? Oui, mais elle est dans votre déclaration préalable de travaux qui en plus contient une erreur. Et ça, même l'élu de la ville l'a admis que finalement ils avaient validé du coup une déclaration préalable de travaux qui avait une erreur faite par l'architecte. Après vous allez me dire pourquoi on s'est pas retourné contre l'architecte. Si vous voulez, on a déjà fait 4 procédures judiciaires en 1 an pour des problèmes dans l'immobilier. On n'allait pas en plus aller chercher la responsabilité professionnelle de l'architecte. On aurait pu, mais bon, enfin à un moment donné, il faut aussi savoir trouver des solutions et ça allait être de longues procédures pour pas grand chose. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû
péter la marchelle, redescendre la menuiserie, Ouais. refaçonner le haut de la menuiserie. Mais ça, quand je vous raconte ça, vous avez l'impression que tout s'est réglé en une après-midi, mais en fait, c'est des mois et des mois de travail, Si. des mois d'échanges, Un des an et mois demi. surtout de pas de réponse de leur part. Et à la fin, hier, pour revenir un peu à toute cette histoire, je vous passe aussi, il y avait des problèmes de bois sur la façade, parce qu'en fait, il y avait une ancienne devanture bois Le coffrage bois, Ouais, 14 000 €, mon qui nous Dieu. avait demandé de garder. Alors du coup, à la base, ils voulaient le garder tel quel, puis ils nous ont dit non, enlevez-le, vous devez en refaire un neuf. Du coup, on a essayé de trouver des entreprises pour refaire un coffrage bois. Bien évidemment, ça n'existe quasiment plus, ou alors à des devis. Enfin, je pense qu'on a eu des devis à 15 000 balles pour pour 3 bouts de bois sur une façade. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça en devenait indécent. Du coup, on a convenu avec eux de enlever complètement la devanture bois qui existait, de simplement refaire une peinture, refaire le mur propre. J'interviens encore sur le coffrage parce que forcément c'était des recherches de devis. Je pense j'en ai fait 6 ou 7 des devis. Et quand je demandais à la mairie, ouais, je trouve pas de menuisier qui fasse. Déjà pour obtenir un devis, il fallait trouver quelqu'un qui le fasse, pardon. Et souvent la réponse c'était ah bah on sait pas, désolé. Oui, c'est-à-dire c'est une mairie dans un centre historique. Ils ont même pas les contacts. Ouais, souvent ils nous disent ouais on a nos artisans machin truc. Bah non, ouais, en réalité ils ont même pas des contacts, ils connaissent personne. Et du coup hier c'était un rendez-vous que j'ai fait justement pour enfin avoir l'attestation de conformité. On va dire que l'ensemble des points que je vous ai énumérés on est bon, sauf un dernier que j'avais pas encore abordé, qui très est problématique. Hein. ouais, enfin vraiment là quand vous allez le comprendre. La centrale elle explose là. Ouais, c'est en fait il y a une fissure du cœur du réacteur nucléaire. Attention à vous quoi. En gros, il reste une porte de service, donc pas la porte d'entrée du local, qu'on a mis en aluminium, pardon, Ouais. parce que c'est leur demande d'un point de vue d'esthétique, la bonne couleur, etc. Sur le plan de l'architecte, la porte est mal définie sur ce qu'elle est. C'est juste que en fait ça peut pas être une porte pleine, c'est forcément une porte avec des aérations. C'est parce qu'il y a la clim derrière. Exactement, parce qu'en fait cette porte de service cache en réalité les moteurs de clim, et comme on est dans le centre historique, vous pouvez pas voir les clims en façade. Du coup, on a cette porte là qui sur le plan n'était pas spécialement prévue d'une certaine manière, juste simplement elle devait prévoir des aérations. On a mis du coup des grilles exprès, de la bonne couleur, des bonnes dimensions, qui sont suffisamment grandes pour pouvoir grandes pour que l'air des clims soit expulsé, et que dans l'autre sens on puisse pas avoir des nuisibles qui rentrent dans le local, parce que on aurait pu se dire la porte on faisait juste un trou dedans, mais si vous êtes un trou dedans vous allez avoir les rats et compagnie qui vont rentrer dedans et ça va pas être bon non plus. Donc on fait vraiment tout bien. On fait tout ce qu'il faut, et là, en réalité, les grilles ne leur vont pas. Ils veulent une porte à ventelle. Alors, si vous voyez pas ce qu'est une porte à ventelle, peut-être vous êtes déjà vu dans les résidences neuves. Moi, c'est là où je les ai vues. C'est souvent les portes des locaux poubelles. C'est souvent des portes qui sont pas très résistantes. Moi, ça m'en a vu plein de fois que j'en ai vu qui étaient cassées. Où en fait, c'est des espèces de lames parallèles de haut en bas qui permettent l'aération. Et en fait, ils trouvent ça plus esthétique. Du coup, là, ils sont en train de nous casser la tête parce qu'ils veulent qu'on change la porte. Mais bon, forcément, ça va encore être un budget. Et entre guillemets, on a mis de l'argent dans une porte. En plus, on leur a fait valider les plans, on avait tout fait valider en amont là-dessus. Et là, ce qui les gêne en fait sur nos grilles actuelles, c'est qu'il y a la présence de vis, forcément, pour les faire tenir, et que les vis ne sont pas de la bonne couleur. Donc vous imaginez le détail sur lequel on est. On est en train de parler de la couleur des vis. Tu sais que moi je suis comptable et du coup je me dis vas-y, cette dame elle est sûrement payée au même taux horaire que ma mère qui est aussi cadre dans la fonction publique, donc elle est 4 000 boules par mois, tu vois. Et je me dis hier elle a vraiment passé genre une demi-heure à expliquer qu'elle voulait pas les vis sur tu vois le coût en fait à tout le monde de cette histoire. Enfin vraiment des fois. Et sachant qu'encore une fois, on vous rappelle, on est dans un centre historique. On n'est pas sur un monument classé. Je veux dire, forcément, si je rénovais le château de Versailles, je vais m'imaginer que les vis, c'est une certaine importance. Là, franchement, c'est un commerce. Personne ne fera jamais attention qu'il y a une vis sur cette foutue grille, quoi. Vraiment, on est dans le détail du détail, et on en vient toujours au même, c'est que on est dans un pays où en fait, on paierait les fonctionnaires à rester chez eux. Économiquement, ça fonctionnerait mieux, quoi. C'est-à-dire que ces gens nous coûtent de l'argent, et en plus, ils nous empêchent totalement de travailler. Et on a un preneur qui n'a pas ouvert depuis 2 ans. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, heureusement, on a un bon preneur qui paye le loyer depuis 2 ans, alors qu'il n'a toujours pas pu ouvrir son commerce. Et alors, il y a de nous pour la façade, mais il y a de eux aussi parce que il n'a reçu ses autorisations d'intérieur que maintenant, je crois. Maintenant. Après, bon, il y a lui aussi qui a changé de projet en cours sur le commerce qu'il voulait faire à l'intérieur. Enfin bref, il y a eu plusieurs changements là-dessus. Mais un peu pour vous expliquer qu'en plus, on en vient au serpent qui se mord la queue, parce qu'en plus,
Cette dame-là a l'air débordée, presque en train de vous dire qu'en fait, il faudrait encore embaucher d'autres fonctionnaires, tu vois, pour parce que forcément, quand vous la rencontrez, elle a un bureau, je sais pas moi, le bureau, il doit c'est faire typique, 3 mètres hein. de long et est rempli de dossiers. Le problème, c'est que s'ils sont comme ça sur tous les dossiers, je veux bien imaginer qu'il y ait jamais aucun dossier qui sorte. Et nous, on a changé. Elle, c'est notre 3e interlocutrice. Et on finit avec Ouais. la directrice de service parce qu'en fait, tout le monde s'est barré. Ouais. Et en fait, on en vient, c'est ça qui est, je trouve, le plus frustrant pour nous. On en vient à des problématiques qui sont quasi similaires de celles qu'on a avec Enedis. C'est-à-dire qu'en fait, on fait coche toujours des les règles, cases, ouais. on fait je ne sais combien de rendez-vous pour bien vérifier chaque détail. Et en fait, c'est à chaque fois à la fin où on nous sort vraiment des détails qui n'ont pas été précisés au début, mais qui ont quand même leur importance, tu vois. Si dès le début, on nous avait dit, ah non, vraiment, porte à ventelle, pas grille d'aération. Bah, je veux dire, on l'aurait pas fait, on n'est pas bête. Et Enedis, c'est un peu pareil. Semaine dernière, on a eu une dernière demande sortie de nulle part. Il fallait que la porte d'accès, grosso modo, aux arrivées des lignes électriques de notre installation, il fallait que la serrure soit triangle. Vraiment, on en vient à des trucs, ouais. On a des fois l'impression qu'ils nous les inventent, et en plus, vraiment, on se dit, déjà, pourquoi avoir des normes aussi pointilleuses? Et encore une fois, s'il y a des normes pointilleuses comme ça, donnez-les nous au début. Parce qu'en fait, on avait mis une autre serrure sur la porte. Si dès le début, Enedis nous avait dit attention, parce que Enedis, pareil, ça fait 14 mois qu'on y est. Si dès le début, il nous avait dit, ah oui, faites attention, par contre, vraiment point important pour nous, serrure triangle. Bon, ben d'accord, on avait 14 mois pour mettre une serrure triangle. Là, ils viennent encore de nous reporter notre mise en service des compteurs. On vous avait dit que ça devait être une semaine importante pour nous, finalement, rien n'a encore avancé. Et on est là en mode, en fait, rien n'avance rien, parce que à la fin des fins, à chaque fois, on nous invente des nouvelles règles qui, si on nous les avait dit dès le début, je veux dire, on n'est pas des gens bêtes, on n'est pas des gens malhonnêtes, on est des gens qui essayons de bien faire et qui faisons les choses en prenant contact justement avec eux. On ne comprend pas pourquoi c'est toujours à la fin où on nous sort du cas de quelque chose qu'on nous a pas dit. Et comme c'est l'État et comme ils se remettent jamais en question et que c'est eux qui ont le pouvoir, en fait, vous pouvez jamais rien faire, parce que si par exemple vous êtes dans une relation d'affaires privée avec quelqu'un, il fait une erreur ou il oublie de préciser un point, tu vois ce que je veux dire? Ouais, préjudice. Tu te mets d'accord, t'essaies de négocier, tu trouves un terrain d'entente. Là, ils en ont rien à foutre. Eux, ils auraient pu nous dire, ah mince, les vis sur le grille d'aération, on a oublié. Bon, essayer de trouver une solution qu'on peut faire pour les cacher. Non, là, ils sont en train d'essayer de voir pour qu'on remplace la porte. Ou alors, on doit redéposer une nouvelle déclaration préalable de travaux pour demander à faire valider la porte qu'on a finalement mise. Enfin, on en arrive à des points administratifs où on n'avance pas et où ça fait 2 ans qu'on est dans les mêmes problématiques, avec comme ça, toujours le même responsable, l'État français, avec toutes ses ramifications diverses et variées. Et on est là en train de se dire, en fait, on comprend pourquoi économiquement ça va pas, tu vois, dans le sens où on voit bien qu'on n'est pas les seuls. Je veux dire, aujourd'hui, on connaît plein d'autres chefs d'entreprise qui ont des problématiques qui, sans être similaires aux nôtres, y ressemblent sous certains aspects. Et je ne comprends pas comment on a pu tomber là-dedans, de filer autant de pouvoir décisionnel à des gens qui vont pouvoir vous emmerder sur des petits points et qui est une aussi mauvaise clarification des règles. Parce qu'encore une fois, vous respectez pas les règles, toujours pareil. Je sais pas moi, c'est limité à 70. Vous voyez le panneau 70 derrière, on va dire à 1 kilomètre après le panneau 70, vous avez un radar. Vous roulez à 110, vous serez flashé. Bon, vous aviez le panneau 70. Là, faut imaginer, pour nous, c'est comme s'il y avait une route où il y a marqué pas de limitation de vitesse. Du coup, nous, on essaie de pas trop être cons, alors du coup, on roule pas trop vite non plus. Et en fait, le radar, il flash à 30 km/h. Et t'es là en mode, vraiment frérot, pourquoi tu m'as mis qu'il y avait pas de limitation? Si derrière tu me fais flasher à 30, autant que tu mettes un panneau 30, et comme ça, je respecte la limitation, tu vois. Je prends cet exemple, parce que c'est la même sensation qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, on se fait toujours coincer par des règles qui sont vraiment sorties du chapeau. Et que si on les avait eu en amont, en fait, on aurait fait avec. Je veux dire, à un moment donné, on fixe des règles. Bon, il y a déjà le sujet de savoir si elles sont vraiment importantes. Ok. Mais on nous les dit, on nous fait, un mail. En fait, c'est toujours pareil. Nous, pour prouver notre bonne foi, on doit avoir des traces écrites de leur part qu'on n'a jamais. Mais eux, pour justifier leurs règles, ils ont jamais besoin de rien. En gros, ils se cachent toujours derrière le nul n'est censé ignorer la loi. Ouais, mais en fait, la loi, quand tu l'inventes de ton chapeau ou qu'en fait, elle est même pas trouvable sur Google, je sais comment, je la devine. Et en plus, on pourrait même aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on les consulte. Du coup, en les consultant, ça serait à eux de nous donner la loi, de justifier que justement, ok, c'est vrai, vous nous avez consulté, on vous a pas expliqué les règles. Ok, on avoue notre erreur. Non, là, on les consulte, on leur demande toutes les règles, ils les oublient. Oui. En plus, on a changé 3 fois d'interlocuteur sur ce dossier. Oui. Ça aussi, c'est important, parce que du coup, forcément, vous avez des gens qui vous disent pas la même chose à chaque fois. Et parce qu'on a déjà fait plusieurs réunions avec eux, en fait, pour relever les problèmes, enfin,
les problèmes que eux trouvaient du coup, où t'étais allé et en fait Julien dit dites-moi la couleur, dites-moi le et ils sont là ah bah non on sait pas, faites des propositions tu Oui, vois c'est ça en plus. Et des fois, il y a un moment donné où, franchement, moi, que le mur il soit rose, vert, bleu, franchement, la vérité, j'en ai rien à foutre. En fait, je veux mon attestation, je veux ma subvention, je veux que mon preneur puisse ouvrir son commerce. Moi, c'est un investissement. Franchement, il me dirait, on vit dans une ville où les murs ils sont roses avec des pois bleus. Franchement, je le fais le mur. Je m'en contre fou, c'est leur ville, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu leur dis, dites-moi la couleur, ah non, on sait pas. En fait, c'est vous qui devez voir. Du coup, nous, on est en train de chercher sur Internet. On quelle tape le nom de couleur la ville, quelle couleur. Du coup, visiblement, il y a un nuancier. Et puis souvent, quand on leur propose, ils font, ah ben oui, effectivement, on a un nuancier. Et on est là, mais bah pourquoi donne-le tu tu me l'as vois pas donné dès le début? ouais non Enfin, enfin, bref, c'est les, je pense, si vous nous écoutez, vous avez bien suivi tout ce que j'ai expliqué, vous pensez direct, c'est aux 12 travaux d'Astérix. C'est exactement ça. C'est les 12 travaux d'Astérix. on a fait une Et tu te dis, pyramide. genre, je sais pas, le mec qui a écrit Astérix, celui-là, cette BD-là, il a dû l'écrire quoi dans les années 80, je pense, Ouais, enfin, relativement vieux, les 12 travaux d'Astérix. Et je me dis, ce mec-là, il a fait une BD un peu tournée en dérision de ce système. Et en fait, on vit dedans maintenant, tu ouais, vois, je te jure. Vraiment, enfin bon, du coup, on doit renvoyer des photos parce que oui aussi, le local se trouve à 30 mètres de la mairie, mais il faut qu'on envoie des photos pour qu'elle puisse réfléchir dessus la nuit, je pense, je sais pas, mais enfin bon, du coup voilà, c'était un peu un rendez-vous cocasse. En réalité, on en rigole, mais vous imaginez pas la résilience qu'on prend avec tout ça parce ouais. que vraiment hier en plus t'étais avec le maître d'œuvre J'étais et avec le maître d'œuvre ah que je ouais connais bien, c'est un ami, tu c'est vois. un pote à nous du coup et lui il était en pression apparemment Ouais, lui, il était moins calme que moi, et moi, vraiment, j'étais d'un calme olympien. parce elles vous prennent de haut en plus ouais, c'est ça. c'est pas des gens très agréables donc Et à la fin, il me dit vraiment, je sais pas comment tu fais pour rester aussi calme. Je dis, la vérité, maintenant, je le prends avec beaucoup de recul parce que, enfin, sinon, c'est un coup à faire une dinguerie, quoi. bah oui tu la passes par la fenêtre quoi la dame Ah en ouais, fait ouais, hein. non, mais Elle et ses dossiers de merde là c'est ça. Enfin, je veux dire, en plus, je vous laisse imaginer, là, en ce moment, il fait chaud. Et je sais même pas pourquoi, dans leur mairie d'une ville du sud de la France où bah la parce qu'ils température moyenne, c'est 30 degrés du 15 juin au 15 septembre, il y avait pas la clim. bah ils doivent pas avoir les bonnes portes Il pour la faisait clim tu vois 35 degrés dans le bureau. Moi, je suis à grosses gouttes en essayant de rester calme, tu sais. tout est pour t'agacer. Ouais. Aussi, nouveau problème débloqué, enfin un cas où je n'ai jamais eu, enfin je ne sais pas comment on va s'en sortir de cette histoire. En fait, on a des bureaux pro qu'on a achetés l'été dernier. Si vous nous suivez un peu sur la flouserie, etc., c'est là où les sols sont jaunes. Et en fait, quand on rentre dans le local, il y a une odeur. Vraiment, il y a une odeur désagréable. Donc nous, voilà, avec l'expérience, on se dit, c'est fuite. Il y a de la fuite, il faut... Ouais, en fait, c'était une odeur qui ressemblait un peu à des égouts. Ouais, ça ressemble à des égouts, c'est pas très agréable surtout quand on rentre. Ça se situe qu'à l'entrée. Et bizarre parce que quand on avait visité le bien, même, je pense quand on a récupéré les clés, il y avait pas cette odeur-là. Pas à ce point-là, en tout cas. Non, pas à ce point-là. Et il y a une espèce de tache au plafond, c'est des plafonds de bureau, donc on s'était dit, peut-être fuite, machin. On contacte la copro, comme toutes les autres compros, ils se surpassent pas. On a le glandu de service qui veut pas faire grand-chose, il nous dit que c'est pas à la copro de gérer ça. On lui dit, en fait, si, parce que, en gros, la fuite ne vient pas de chez nous, vu que ça vient du plafond. Donc on lui demande de faire une déclaration auprès de la copro et que les assurances se mettent en relation. Il ne le fait pas, bien évidemment. Il mandate un plombier, mais en fait, moi, il y a eu un giga quiproquo parce que du coup, quand il a mandaté le plombier, je pensais que c'était aux frais de la copro ou du moins pris en charge par les assurances. Pas du tout, c'était pour notre pomme, donc on n'a toujours pas payé et on ne payera pas, je pense. Et ça, quand je vous dis ça, on y est depuis novembre ou décembre, je pense, un truc comme ça sur ce fuite. Et bon, bref. Déjà, on négocie avec le book de la copro pour qu'il fasse intervenir... Qu'il fasse son taf, hein, parce que voilà. justement, à un moment donné, quand vous payez 2000 balles par an de charge de copro, c'est quand même pour qu'il y ait quelqu'un qui gère ce genre de problème. Exactement. Une fois par semaine, on a un mail de sa part en mode ouin, c'est pas mon travail de faire ça, nanana, on lâche le blaze, hein, c'est Foncia. Ouais, c'est Foncia, comme d'hab, en fait. Hein. Donc, déjà, il nous appelle beaucoup trop d'argent tous les mois pour ne régler aucun problème. Et du coup, là, il continue de mettre les factures de toute manière à notre nom, alors que nous, on a un litige auprès de l'assurance, donc ça va être pour sa pomme à la fin. Et en fait, là, du coup,
je pense que c'est le 3e plombier qui vient pour vérifier l'appartement du dessus. Et en fait, c'est ce qu'on demande depuis le début, c'est qu'on est quasiment sûr que ça vient plus ou moins du dessus. Il y a une évacuation, une fuite, quelque chose qui va pas. Et là, du coup, c'est moi qui y vais et le mec me dit, bah en fait, l'installation, enfin, il y a pas de fuite chez chez le locataire du dessus. Et je me dis, bah franchement, bizarre, mais je lui dis, mais vous sentez l'odeur? Il me dit, oui, oui, je sens. Et il me dit, bah en fait, je pense du coup savoir d'où vient le problème. Et j'étais là, bah dites-le, genre, oui, quoi? Tu vois, j'étais là, bah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, il me disait, bah en fait, ça sent très mauvais chez les gens. J'étais comment ça sent très mauvais? Bah il me dit, c'est pas sale, mais ils sont beaucoup dans l'appartement et en fait, il y a cette odeur-là, elle est même sur le palier et c'est très, 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 très dérangeant. Et là, je me dis: «Mais comment comment on va régler ça, quoi?» Genre, Et moi surtout je me suis dit mais c'est vrai comment on n'y a pas pensé plus tôt parce qu'en fait mais nous jamais de la la vie, j'aurais problématique pensé que depuis le début on a fait intervenir 3 plombiers parce que vraiment pour nous moi j'étais sur les égouts. Mais je pensais vraiment à un dégât des eaux de l'appartement du dessus un truc parce mal que réparé ouais ou je parce sais qu'en fait pas, ça ne mais sentait pas dans comme les bureaux sont relativement grands, ça ne sentait pas dans par exemple les WC ou les endroits où on avait nos propres arrivées d'eau. Donc oui, ou même entre les évacuations, ça c'est sent ça, pas vers ça là, ouais. sentait vraiment au niveau de la porte et au niveau de la porte, il y a en tout cas pas à ma connaissance, il n'y a pas même de canalisation d'eau, il n'y a pas de bruit d'eau ou de choses qui pourraient expliquer que ça sentait particulièrement à cet endroit. En plus, on a 2 locaux commerciaux au rez-de-chaussée et dans l'autre qu'on a qui est au même niveau, il y a absolument pas les odeurs. Et c'est vrai que je me suis pas dit que c'était peut-être pas les égouts, mais tout simplement l'appartement du dessus qui avait une odeur aussi mauvaise dans le sens que c'est un immeuble des années 70, mais voilà, entre guillemets, l'air, enfin, une odeur, ça passe par l'air, donc il y a toujours un endroit où ça peut s'infiltrer. Et visiblement, nos problèmes d'odeur viennent du manque d'hygiène de l'appartement du dessus. Et là, je me dis, vraiment, ça, J'avais on jamais l'avait pas encore eu. j'avais jamais eu encore, bah, du coup, en fait, je sais pas trop, donc là, en fait, ce qu'ils font, donc notre book de copro est toujours dans ces délires de, tout est à vos frais. Donc là, il veut faire une recherche par fumigène pour voir s'il y avait pas une fuite au niveau des odeurs parce qu'il distingue le problème d'odeur de problème de fuite. Bon, il fait bien ce qu'il veut. Moi, je m'en fous, on a un litige auprès de l'assurance. Vu que lui a pas mandaté son assurance, il gardera les frais pour lui. Mais du coup, le fumigène, j'ai même peur que ça ne donne rien parce qu'au niveau des évacuations, elles sont trop loin pour que l'odeur revienne devant. En tout cas, la manière dont c'est fait, même avec un courant d'air ou je ne sais pas, ou juste l'évacuation, ça ne peut pas remonter devant. Du coup, bah, je ne sais pas ce qu'on va faire. En fait, je me dis, s'ils sont si nombreux que ça et que ça sent mauvais, en fait, bah, je pense qu'on va appeler les services d'hygiène, du coup. Ouais, pour le Parce coup. que, alors, on n'est pas du genre de la délation, mais en fait, d'un autre côté, actuellement, tous nos bureaux ne sont pas loués et c'est un problème qui remonte quand on fait des visites, c'est que ça sent mauvais. Et bon, bah, au bout d'un moment, business is business. Nous, on se fait emmerder à longueur d'année par cet État français. On a quand même eu un arrêté Ouais, c'est ça. d'insalubrité, Nous, hein. on a eu un arrêté d'insalubrité sur un appart qui était propre. Ouais, où ça ne sentait Là, pour absolument le pas coup, ça. on est vraiment dans un appart où, vu l'odeur que nous, on a à l'étage d'en dessous, franchement, je pense que c'est irrespirable. Ah vraiment, bah Mais c'est ce que disait le c'est plombier. ce que Nous, on n'y disait est le pas allé plombier, c'est directement, mais qu'il se sentait pas bien et tout. Il trouvait que ça sentait vraiment très mauvais. en plus, Et bon, je sais pas si vous connaissez beaucoup de plombiers, mais nous, pour en connaître pas mal, forcément, c'est des gens qui sont toujours dans les égouts, les odeurs et compagnie. On va dire ils qu'ils ont ont, l'habitude normalement. ouais, ils ont l'habitude des mauvaises odeurs. Donc, pour quand un plombier vous dit que ça pue, c'est qu'en général, vraiment, l'hygiène est catastrophique. Voilà, donc je ne sais pas encore. Donc là, j'attends quand même que Foncia fasse ses tests de fumigène ou quoi, mais je pense que de toute manière, on va demander une petite visite des services d'hygiène de la mairie parce que parce qu'en fait, c'est pas possible. En fait, on va pas rester avec cette odeur Bah de ouais, en merde fait, en permanence, ce quoi. que je veux dire, c'est que moi, finalement, l'appart d'un autre, je m'en fous, donc ça m'impacte pas. Là, pour le coup, ça nous impacte et ça impacte indirectement notre rentabilité parce qu'on a déjà perdu quelques prospects pour les bureaux Ouais. à cause de ces odeurs. Donc en fait, il y a pas de raison que, surtout, sachant que personne veut se bouger, parce qu'en plus, je pense qu'il y a le chargé de la copropriété, là aussi, je pense qu'on peut pas mal l'incriminer. Il doit savoir. Je veux dire, apparemment, ça chante
ça sent sur le palier. Nous, on accède très peu à la cage d'escalier, tout simplement parce qu'en fait, on est des locaux commerciaux, donc en fait nos entrées sont sur la rue, donc c'est vrai que on fait jamais de tour dans l'escalier. Enfin, on a nos compteurs, mais on y va jamais, quoi. Donc lui, il doit passer, il doit savoir, et c'est à lui de gérer ce genre de choses. Je veux dire, quand justement dans une copropriété, il y a comme ça des problèmes d'hygiène dans un appartement, c'est au syndic de copro d'écrire au copropriétaire, qui doit lui-même écrire à ses locataires, ou de voir aux éventuelles procédures ou aux manières de remédier le problème. Mais là, encore une fois, on paye grassement des gens qui font pas leur taf, quoi. Je te jure que je lui ai demandé, du coup, je lui ai écrit, je lui ai dit, en gros, le plombier me dit ça, le plombier que vous avez mandaté me dit ça par rapport aux odeurs, etc. Je lui explique qu'en fait, ça sent apparemment pas très bon dans l'appartement du dessus. Est-ce qu'il a déjà eu des plaintes? Sa réponse, c'est le test de la canalisation des eaux vannes sera effectué depuis le logement du premier étage jusqu'au regard situé dans la rue. Bien cordialement. Voilà. Donc en fait, je deal avec des gens qui me répondent à côté en permanence. Complètement. Voilà. Donc c'est un nouveau problème débloqué. Si jamais on trouve une solution, je vous la partagerai. Je sais pas, on est à combien? Putain, on a déjà 30 minutes, il faut qu'on se bouge un petit peu. Tu veux vite fait parler de la visite d'appartement? On garde ça pour la semaine prochaine. Ouais, il y a pas d'urgence, on ira pour la prochaine semaine. Enfin, peut-être un petit sujet d'actu vite fait qu'on avait préparé, puis il y aura une question d'abonnés, ouais. C'est bon. Du coup, l'Iran. Ouais, c'est un peu ce qui a secoué un petit peu le monde là cette semaine. C'est ça, je pense que vous en avez forcément entendu parler parce qu'on se fait spam partout sur les réseaux sociaux de ce nouveau conflit au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran. Moi, ma seule conclusion là-dessus, je vais pas vous faire un cours de géopolitique, c'est pas l'objet de notre podcast, juste de retenir que c'est toujours pareil. En fait, c'est ce que j'appelle du bruit de marché. C'est-à-dire que en fait, c'est des actus qui sont mauvaises, on va vous faire peur, on va vous parler de guerre mondiale, de conflits qui peut s'envenimer, de la France qui serait peut-être impliquée dedans. Alors, franchement, le Moyen-Orient, déjà, qu'est-ce qu'on a à faire en Ukraine? Alors, le Moyen-Orient, c'est encore plus loin, tu vois. La seule réalité de cette zone, c'est qu'il y a beaucoup de pétrole, même si l'Iran, c'est 3% des réserves de pétrole mondiales. À côté, vous avez le détroit d'Ormuz, où vous avez à peu près 15 à 20% de la production mondiale qui passe par là. En fait, le vrai sujet, c'est l'énergie, toujours pareil. Donc, pour le coup, à court terme, vous peut-être avoir de l'impact avec le pétrole qui monte, l'essence qui est un peu plus chère, etc. Très sincèrement, sur votre vie personnelle et particulièrement sur vos investissements, ça ne change strictement rien. Ouais, c'était vraiment quelque chose qui m'étonnait vachement quand j'étais banquier d'affaires. Dès qu'il y avait comme ça des mauvaises news internationales, j'avais énormément de clients qui m'appelaient, qui voulaient retirer de l'argent, qui voulaient revoir leurs investissements. Et en fait, c'est souvent la plus mauvaise chose à faire parce que forcément, ça impacte un petit peu les marchés. Alors là, j'ai vu la crypto, ça a rebaissé de 10%, plus ou moins à cause de ce conflit-là. Pareil sur les marchés actions. En réalité, c'est ce que j'appelle le bruit de marché. C'est-à-dire que il y a de la volatilité naturelle sur les cours. Ça ne va jamais que dans un sens ou que dans l'autre. Et vraiment à moyen long terme, Israël-Iran, pour moi, il n'y a pas grande chance que ça aille beaucoup plus loin. Aucun des deux pays n'a vocation et n'a intérêt à vitrifier l'autre, même s'ils peuvent le dire dans leur discours. Et toute la zone autour, avec même certains pays qui peuvent dire ah non, mais bon, si ça s'escalade, nous on va intervenir. En fait, ils veulent faire du business. C'est des pays qui sont Israël, c'est un pays développé, mais l'Iran, le Pakistan, l'Irak, c'est des pays en voie de développement. Ils exportent énormément de pétrole. Ils savent bien que c'est mauvais pour les affaires. Là, j'avais un ami qui m'expliquait que les assurances pour les tankers qui transportent le pétrole avaient doublé. Donc vous voyez, c'est mauvais pour le business, ça va se calmer, ça va s'arrêter. Et vous, en tant qu'investisseur dans votre quotidien, vous avez strictement aucun impact là-dessus. La meilleure chose que vous devez faire, en fait, c'est absolument vous tenir à l'écart de tout ça. Si c'est des questions qui vous intéressent, la géopolitique, etc., vous pouvez regarder. Moi, ça m'arrive de regarder parce que voilà, c'est des sujets que j'aime bien. Mais sinon, ne commencez pas à vous dire ah ben non, je reporte mon DCA, je reporte mes investissements, je vais pas rentrer en bourse maintenant. C'est pas, on est peut-être dans une période de guerre. En réalité, l'immobilier, non, je vais pas acheter maintenant parce qu'en fait, si jamais j'achète maintenant, qu'il y a des problèmes avec les cours du pétrole, les matériaux vont augmenter, voilà. En fait, vous allez vous créer des nœuds au cerveau et vous créer des peurs que vous n'avez pas besoin d'avoir. Moi, le premier, des fois, je peux vous dire, c'est ce que je vous disais, alors je sais plus, c'était dans le point de la semaine dernière, de la semaine d'avant, sur les marchés, que moi, ce qui me préoccupait un peu plus, c'était, on va dire, un peu les relations commerciales entre les USA et la Chine.
et plus ou moins les reports qu'on a pour l'instant des baisses des taux aux États-Unis, moi c'était plutôt mon sujet qui encore une fois me faisait pas avoir un biais baissier, loin de là. C'était plutôt qu'à court terme je préférais être un peu plus défensif, mais je restais optimiste à long terme. Pour le coup, vraiment le conflit Iran et Israël, enfin moi il me passe par-dessus la tête, ça ne rentre même pas en ligne de compte dans mes perspectives boursières, parce que si vraiment vous deviez vous inquiéter d'un conflit, ça serait par exemple la Chine autour de Taïwan, mais c'est toujours pareil. On peut se dire attention, la Chine il fait encore des nouveaux exercices, ça se trouve dans un an Taïwan ils l'envahissent. En réalité ça fait 20 ans qu'ils en parlent. Si vous aviez gardé ces peurs-là pendant 20 ans, en fait vous auriez rien fait. Donc vraiment coupez-vous du bruit, coupez-vous comme ça des news qui seront très court-termistes et très négatives. Pour vos investissements ça n'aura aucun sens. Ayez toujours une vision moyen terme et de toute façon de vous dire que en fait dans le pire des scénarios, quel est-il ? Quel est le pire des scénarios là-dessus, quoi? Au pire, il commence à se balancer des bombes nucléaires sur la gueule et quoi, l'Occident finira par intervenir. Et vraiment, pour vous, vos investissements perso, si vous voulez acheter un immeuble de rapport à 20 km de chez vous, en fait, c'est pas ça, c'est que sinon aussi on s'arrête à chaque news, tu vois ce que je veux dire? Ah bah, c'est ça. Alors, celle-là, elle est importante, mais en fait, faut juste la prendre en compte. En fait, vous la prenez en compte si ça vous intéresse à titre, je sais pas, vraiment informatif, mais sinon, ce que je veux pas, c'est qu'en fait vous changiez votre mindset ou vous changiez votre stratégie d'investissement par rapport à ce genre de news. Et ça, faut vraiment faire attention parce que les médias sont faits de manière à que les news négatives auront toujours plus d'impact parce que en fait, ça intéresse les gens. Les gens aiment bien savoir quand ça se passe mal, quand il va y avoir des mauvaises nouvelles. Donc vraiment, coupez-vous de ça, ou si vous les écoutez, prenez-les toujours avec beaucoup de distance. Vous verrez, ça fera une différence majeure parce qu'en réalité, c'est dans les crises qu'on fait des affaires. Donc, quand les marchés baissent à court terme, vous devez surtout pas avoir peur, vous dire ah ben non, c'est plus le moment d'investir. Au contraire, c'est souvent le moment de rentrer. Ok. Est-ce qu'on a le temps pour une petite question d'abonnés ou pas? Ouais, vas-y. Allez. J'en fais qu'une. On en avait deux, mais je vous garde la deuxième. Elle est plus longue, je vous la garde pour la semaine prochaine. J'ai un abonné qui m'écrit, qui me dit « Je sais que vous ne faites pas pour le moment d'activité de marchand de biens, mais selon vous, est-il possible de faire 1 ou 2 opérations par an en parallèle à un taf de bureau que j'exerce à 80%? J'ai mes mercredis. » Question intéressante sur le marchand de biens. Ouais. En fait, il faut bien définir ta stratégie là-dessus. Moi, ce que je ferais à ta place, c'est que déjà, si je devais commencer le marchand de biens ou si ma stratégie immobilière était vraiment tournée là-dessus, déjà, je me tournerais vers l'achat-revente de résidence principale. Ouais, vraiment, pour moi, c'est la base. Tu peux faire 1, 2, 3 OP. Hier, je rencontrais encore un investisseur qui avait fait ça avec sa maison. Il avait fait vraiment des opérations de fou. C'est-à-dire qu'en fait, il avait une maison qui valait à peu près son prix. Il l'a vendue. Ça lui a permis de récupérer 100 000 de cash. Il l'a réinvesti dans une deuxième maison où, en fait, le vendeur s'est trompé sur le prix parce qu'en fait, les combles étaient aménageables. Du coup, il a acheté 150 mètres carrés alors qu'il a pu faire 300 mètres carrés dans la maison. Ah, énorme. Donc, en fait, la maison lui est revenue à peu près 250 000 euros, travaux compris. Il a revendu 420 000. Énorme. Et après, une fois qu'il a vendu la maison 420 000, il a pu... Non, c'était dans le Nord. Oui, j'allais dire, ouais. Il a pu racheter une maison qu'avait mis à la vente une mairie, et la mairie voulait pas que les promoteurs l'achètent parce que les promoteurs voulaient raser pour faire des appartements. Il a racheté la maison avec le terrain et lui-même en fait a construit des maisons sur le terrain. C'est une opération qui a dû lui coûter 600 000, mais comme il avait déjà récupéré pas mal de cash, la banque a pu le suivre. Et à la fin des fins, 1,7 million retiré de l'opération. Putain. Donc vraiment, juste avec l'achat-revente de résidence principale, tu peux faire des opérations de fou avec l'avantage principal que quand tu es en revente de RP, t'es exonéré sur ta plus-value et en plus tu n'auras pas la problématique de ta TVA sur marge et puis ta responsabilité juridique de professionnel de l'immobilier. Donc vraiment pour moi ça c'est la base, c'est vraiment dans cette direction-là que tu dois aller en premier. Si maintenant tu veux vraiment te professionnaliser, créer une SAS, devenir marchand de biens, déjà faut du cash. Pour moi, pour l'activité de marchand de biens, tu démarres pas de zéro, sauf avec la première méthode que je t'ai proposée. Toi, il faut combien? Moi, je pense qu'il faut plusieurs centaines. Hein, non, faut pas exagérer. Moi, je pense que tu peux commencer à faire du marchand de biens avec 100 000 balles parce qu'en fait, la banque, la plupart du temps, elle va te demander 30% d'apport. Donc, la réalité, c'est que dans la plupart des régions, à 300 000 euros, tu peux faire des petites OP de marchand de biens. Ouais, je sais pas. Moi, et c'est surtout que ça devient rentable parce que le marchand de biens, c'est toujours pareil. Tu dois avoir une logique. C'est tellement immobilisé longtemps, en fait, que tu vois, si tu fais pour faire ça dépend, 1 fois 2. Ça dépend les OP que tu fais. Si t'es vraiment sur la petite OP en mode t'achètes un truc, tu rénoves, tu revends, ça peut se faire en moins d'1 an. Maintenant, c'est sûr que dès que tu commences à avoir des démarches administratives, permis de construire, permis de diviser, Enedis et compagnie, on est bien placé pour ça met plus de temps. Mais pour moi, la question, ça va être aussi en fonction du cash que tu as, c'est ce qui va caper un peu les opérations sur lesquelles tu veux aller. Donc, entre guillemets, si tu as trop peu de cash, tu peux aller sur des trucs trop petits, tu auras du mal à trouver des OP.
Et en plus, est-ce que tu as envie de mettre autant d'énergie pour si peu? En fait, moi, je pense que soit, ceux qui veulent se lancer là-dedans, soit ils ont déjà une expertise en marchand de biens et à ce moment-là, effectivement, il faut que vous ayez du cash pour vous lancer. Soit vous essayez de trouver un associé, qui s'y connaît parce que moi, en compta, en tout cas, j'ai vu pas mal de dossiers se faire redresser en requalification professionnelle du marchand de biens, en TVA sur marge mal calculée, tu vois, il y a quand même vraiment beaucoup de choses à savoir sur le marchand de biens. Et à mon avis, ça s'improvise pas. Donc, Ouais, pour moi, ça s'improvise pas. faut Mais vraiment faire gaffe en vrai. là, on est allé un peu autour de la question, mais pour revenir un peu à la première, je pense à la première réponse attendue, c'était est-ce que ça se fait en travaillant à 80%, en ayant ses mercredis, j'imagine, c'est samedi aussi. On doit travailler 4 jours semaine. Par an, ça me paraît beaucoup. Pour moi, c'est Oh non, au contraire. Moi, avec 2 jours par semaine, franchement, nous, on faisait 2 OP par an. 1 à 2 OP de marchand de biens par an. 1 à 2 OP par an. En fait, pour moi, Elles se finissent pas en un an, mon avis. Encore une fois, ça dépend. Après, il nous a pas précisé sa situation. Il a peut-être plus de cash. Mais pour moi, je pense que sa question était plutôt orientée par rapport au temps libre qu'il aurait à cette activité-là. Ah, oui, si c'est ça, oui. Bah, parce qu'il précise qu'il travaille 80% par... Ah oui, mais c'est gérable. Qu'il travaille 80% par... qu'il est pas vraiment à temps plein, qu'il est à temps partiel. 80, ouais. Franchement, oui, avec 2 jours par semaine, nous, on faisait 2 OP par an en travaillant 6 jours sur 7, quoi. Donc, oui, franchement, sur cette réponse-là, ça se fait. Après, bon, il nous a pas donné plus d'éléments, mais intéressant, en tout cas, j'aime bien la question. Yes. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes. Ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous suivre sur Instagram, Quitte le Boomer Dream et La Flouserie, surtout, où on vous partage un peu plus de notre quotidien. J'en profite, dernière petite annonce. Ah, t'aimes pas quand je te coupe sur ta conclusion. Oui. Chaque fois, il me le reproche. Non, mais t'allais oublier. Maintenant, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi et vous êtes éventuellement intéressé par nos coachings, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur Calendly. Ah oui, punaise. Oui, bien vu. On a évolué là-dessus. Complètement pas vu, mais oui. On a le lien dans la bio, donc n'hésitez pas. Je ne sais même plus, tu m'as coupé dans ma conclusion. Je suppose que j'étais sur le... T'étais vraiment sur la fin. Voilà. On se dit à jeudi pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao.